Le marché halal est un enjeu planétaire qui dépasse largement les aliments autorisés ou interdits pour les musulmans. Florence Bergeau-Blaclair publie Le marché halal ou l'invention d'une tradition. Elle est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour. Alors c'est votre 4e livre sur la question halal, le marché halal donc, ou l'invention d'une tradition aux éditions du Seuil. Vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, plus précisément à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, c'est à Aix-en-Provence. Alors d'abord peut-être une explication sur le mot halal. Halal, ça veut dire ce qui est permis, ce qui est autorisé pour les musulmans, c'est ça? Voilà, sur le plan théologique, on peut le résumer à ça, ce qui est permis, ce qui est autorisé, et qui ne s'adresse pas d'ailleurs qu'à l'alimentation, mais aux actions en général. D'accord, et ça s'oppose à haram, qui est là interdit. Voilà, ce qui est interdit formellement. Oui. D'accord. Alors il faut faire, vous le faites d'ailleurs la distinction au début du livre, entre le halal théologique et le halal marchand. Expliquez-nous en 2 mots. Voilà, dans mon livre qui est destiné plutôt à un large public et qui est un peu différent de ce point de vue-là des ouvrages académiques que j'ai écrits auparavant, j'ai essayé de reconstituer justement l'histoire de ce marché qui est récent, hein, qui date des années 1980. Et bien sûr, le marché a introduit une nouvelle définition du halal qui ressemble plutôt à ce qui est prescrit plutôt qu'à ce qui est permis. Ouais. Donc, si vous voulez, le halal dans la théologie, c'est ce qu'il est permis de faire pour plaire à Dieu, hein, alors que pour le marché, c'est ce qui est prescrit pour être un bon musulman. Alors c'est un des temps, un des axes principaux, un des temps forts de votre livre, c'est justement de dire que cette notion de marché halal, c'est une notion, vous venez d'y faire allusion, c'est une notion relativement nouvelle, ce qui veut dire que les musulmans, il y a 50 ans, par exemple, en France, ils ne mangeaient pas halal ou ils le faisaient sans le savoir? Voilà, au cours de nos recherches, ce qu'on a établi, en fait, c'est qu'il y a un espace alimentaire musulman qui varie avec le temps et qui varie avec l'espace. On s'aperçoit aujourd'hui que, à peu près durant tout le XXe siècle, les musulmans, notamment arabes, considéraient que la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, était permise pour les musulmans. Et à partir de l'invention du marché, donc dans les années 79-80, dont je reconstitue l'histoire, cet espace alimentaire va se réduire à la seule communauté musulmane. Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi cette époque-là? Pourquoi 79-80? Est-ce que c'est lié, par exemple, à la révolution iranienne, dont on a parlé tout à l'heure? Oui, tout à fait. C'est lié à la rencontre de 2 phénomènes mondialisés. D'une part, le fondamentalisme musulman, la montée de l'islamisme, et d'autre part, le néolibéralisme. Et c'est ce que je raconte, justement, comment cette rencontre s'est produite. Et effectivement, l'Iran a joué un rôle important puisque lorsque l'ayatollah Khomeini, dont on parlait tout à l'heure, est arrivé au pouvoir, sa réaction, enfin une des mesures qu'il a prises, une mesure symbolique, c'était de fermer l'espace alimentaire en disant voilà, on n'importera plus de viande des pays occidentaux parce que cette viande est impure et elle devient illicite. Et puis il s'est aperçu ensuite que ça pouvait créer des problèmes d'approvisionnement pour sa population, et notamment les populations urbaines, les classes moyennes. Et donc, il a envoyé des personnels religieux dans les abattoirs des pays d'importation pour islamiser les chaînes d'abattage industrielles. Donc, il ne s'agissait pas d'exporter un mode d'abattage traditionnel, mais de rendre islamique un mode d'abattage industriel qui se fait selon un mode tayloriste de la division en tâches simples. Le mode d'abattage halal, c'est un mode d'abattage sans étourdissement, c'est-à-dire qu'on tue la bête vivante. Alors, pas nécessairement à cette époque-là, lorsque ce sont essentiellement des négociations en fait, avec les industriels. Et effectivement, les personnels religieux iraniens, les mollahs, demandent à ce que l'animal soit vivant autant que possible avant d'être saigné. Dans les abattoirs, il faut savoir que tous les animaux sont saignés, que ce soit en rituel ou non, ça ne change rien. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'étourdissement est parfois létal, tue de temps en temps les animaux, donc les personnels religieux vont travailler avec les scientifiques néo-zélandais, par exemple, pour mettre au point une méthode d'abattage
avec étourdissement, mais avec un étourdissement qui ne tue pas les animaux. Et ça va devenir licite. Mais ce qui est important surtout de remarquer, c'est que c'est à cette époque-là que se fixe l'idée d'un abattage halal, d'un abattage rituel halal, industriel. Alors, ça déborde évidemment largement la question iranienne que vous venez d'évoquer, parce que vous consacrez un chapitre à ce que vous appelez l'invention d'une norme. Et on apprend, par exemple, moi j'ai appris que l'OMS et la FAO, qui sont deux institutions, deux organisations qui dépendent de l'ONU, ont créé un code alimentaire valable dans le monde entier et qui a, je dirais, des chapitres spécifiquement halal avec des directives qui ont été prises en 97, je pense, les premières directives halal de ce code alimentaire mondial. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années 1980, on invente un mode opératoire d'abattage industriel halal. Et dans les années 90, sous l'influence de la Malaisie, qui est un pays qui a une politique d'islamisation de son économie depuis les années 1980, vont être publiées ce qu'on appelle les directives halal du Codex Alimentarius et qui vont effectivement fixer une norme halal. Et qui va cette norme, elle s'applique à tous les pays musulmans, mais pas seulement, aussi à des pays laïcs comme la France, pour les consommateurs musulmans des pays non musulmans. Alors, on est dans l'espace de l'économie, on est dans l'espace du marché. Donc, tout se négocie. Rien ne s'applique de façon obligatoire. Tout se négocie. Mais si vous voulez, ça va être une norme qui va s'appliquer non seulement à l'abattage industriel, mais également à tout ce qui peut être consommé de façon par la bouche ou incorporé. C'est-à-dire que le halal va concerner non seulement la viande, mais tous les aliments, les cosmétiques, les médicaments. Mais qu'est-ce que c'est par exemple un fruit et légumes halal? Quelle est la spécificité d'une pomme halal? Est-ce que ça existe? Alors les pommes halal, ça n'existe pas encore. Par contre, l'eau halal, ça existe. C'est une eau qui est embouteillée dans un environnement qui est indemne de toute impureté. Ces impuretés, ce sont l'alcool, le porc et les viandes non rituelles, mais qui peuvent être présentes dans tous les additifs alimentaires ou même les emballages. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre quelque chose de très important, c'est ce que vous appelez les contrôleurs halal, les agences de certification, et aussi vous insistez sur le rôle des associations de consommateurs halal. Expliquez-nous le rôle de ces deux acteurs du marché halal. Alors, il y en a même un troisième, qui est l'agence de marketing islamique. Et donc, si vous voulez, pour moi, ce sont les acteurs qui tiennent, ce sont les piliers, d'une certaine manière, du marché halal. En France, il y a des agences de certification halal? Oui, tout à fait. Il y en a maintenant partout dans le monde, sur les 5 continents. Et ces agences de certification halal, en fait, disent le halal et le haram, si vous voulez, donc d'une certaine manière, ce qui est permis, le licite, ce qui est interdit. Voilà, le licite et l'illicite, ce qui est une manière de concurrencer les autorités religieuses. Et elles le font parfois à côté, justement, de l'exégèse islamique classique, de l'herméneutique classique religieuse. Donc elles rentrent en concurrence, en fait, avec les autorités religieuses. Et le rôle des agences de consommateurs aussi, musulmanes, sont importants. Et consommateurs musulmans. Les associations de consommateurs musulmans, qui sont beaucoup moins nombreuses, mais qui commencent à se multiplier, vont ajuster, si vous voulez, le consommateur au marché, l'alerter sur ce qui est interdit, etc. Alors vous dites aussi dans votre livre que le marché halal, c'est une lutte d'influence, on n'aura pas le temps d'en parler, mais entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Un mot sur la France, est-ce qu'on peut évaluer en 2017 l'importance du marché halal ? On ne connaît pas très bien en fait la taille du marché. Les chiffres les plus récents dont on dispose ont été écrits estimés par le cabinet Solis, qui est un cabinet privé, en 2010 et qui parlait de 4,5 milliards d'euros pour le marché français, plus un chiffre d'affaires global. Voilà, c'est ça. Voilà, pour l'instant, ce sont les chiffres. Alors en France, il y a beaucoup de polémiques sur le marché halal, sur la question halal dans les écoles, dans les entreprises, à l'armée, en prison. Et on voit que c'est un enjeu à la fois religieux et politique en France. C'est ça, c'est à la fois religieux et politique. Alors, selon où on se trouve, c'est un enjeu, je dirais, de tension sociale quand on parle de l'espace public. Mais moi qui fréquente les salons halal de tous les continents, enfin de beaucoup de pays, au contraire, il y a une espèce d'émulation, de très grand optimisme autour de cette question du halal qui doit... Alors, vous parlez d'optimisme, mais vous terminez votre livre par une note assez alarmiste, je trouve. Vous parlez de djihad économique en parlant du marché halal et de menaces pour les démocraties, à ce point-là? Alors,
Bon, il y a tout un livre avant d'arriver à cette conclusion, mais je crois que notamment la notion de pureté industrielle introduite par la norme du Codex Alimentarius est de nature à séparer les populations et de nature à produire des sortes de petites guérillas économiques entre les groupes musulmans, entre des modes de pression consuméristes qui me semblent être difficilement, auxquels on va avoir, je pense, affaire dans les années qui viennent et qui peuvent être préoccupants. Et en même temps, vous dites que le marché halal serait la religion de la sortie de l'islam, une étape vers la sécularisation de ces pratiques au départ voulues par la religion. Alors c'est pas ce que moi je dis, hein. Non, justement, ça c'est pas ce que moi je dis, c'est plutôt ce que je dis. Non, c'est Olivier Roy. Enfin, c'est. D'accord. Et à mon avis, c'est justement pas le problème. C'est précisément une position que je remets en question. Alors, on n'aura pas le temps parce que vous parlez aussi du kasher qui est différent. Là, c'est pas un marché industriel, justement, le marché kasher. Alors, si le marché kasher a vécu deux étapes. Ouais. Il a vécu une étape pré-industrielle et il s'est industrialisé par la suite. Ouais. Mais durant cette étape traditionnelle, il y a eu une claire séparation des marchands et des religieux. Ouais. Alors que le marché halal n'a pas toute cette histoire-là. Ouais. Bon, écoutez, c'est un livre passionnant. En tout cas, je renvoie, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais ce marché halal, donc Florence Bergeaud-Blaclair, l'invention d'une tradition, le plus important sans doute dans le titre. Merci en tout cas d'être venu nous en parler sur le plateau du 64 minutes.